Il y a 15 jours et aurait fait plusieurs dizaines de morts. Ce soir, le roi doit intervenir à la télévision. Les partisans de l'école libre à Bordeaux, 50 000 manifestants ont défilé cet après-midi à l'appel de l'enseignement catholique. Premier tour demain des négociations sur la sidérurgie, un nouveau dossier brûlant pour le gouvernement qui doit déjà faire face à la grogne dans les chantiers navals et dans la fonction publique. Le rallye de Monte-Carlo, c'est parti, les voitures ont quitté ce matin la place de la Concorde. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On en sait un peu plus ce soir sur les émeutes survenues dans le nord du Maroc, alors que les journalistes ne peuvent toujours pas se rendre librement dans cette région. Ces émeutes déclenchées par la hausse des prix des produits alimentaires de base et de certains frais de scolarité auraient débuté il y a une quinzaine de jours et le bilan semble beaucoup plus lourd qu'on ne l'avait d'abord cru. L'opposition faisait état hier de 13 morts et la radio espagnole, dont le correspondant a pu se rendre sur place avant d'être expulsé, la radio espagnole parle maintenant de 150 à 200 morts. Et ce n'est plus seulement dans la ville de Nador que les troubles ont éclaté, mais aussi dans deux autres villes, celles d'Al Hoceima et de Tétouan, toujours dans le nord du pays. La situation semble d'ailleurs assez grave pour que le roi ait jugé utile d'intervenir à la télévision marocaine. Hassan II devrait parler d'une minute à l'autre, mais il n'est pas encore apparu sur les écrans de la télévision marocaine. Alors je vous le disais il y a un instant, les manifestations ont touché les principales villes du nord du pays. Notre envoyé spécial Gérard Sebag est parvenu, malgré les difficultés, à se rendre ce matin à Tétouan. Je vous propose d'écouter tout de suite son premier témoignage qui nous est parvenu en début d'après-midi. J'ai traversé ce matin la ville de Tétouan, dans le nord du Maroc. La ville est entièrement quadrillée par l'armée marocaine. Soldats casqués, armés de fusils et de manches de pioches. Des renforts de militaires étaient en train de débarquer de camions et d'autobus civils réquisitionnés. Plusieurs véhicules blindés, de type VTT, transporteurs de troupes armés de mitrailleuses, sont en stationnement en plusieurs points névralgiques, et notamment devant les bâtiments administratifs. Les quartiers populaires, à la sortie de la ville, sont entourés d'un véritable cordon de militaires. La ville est calme, peu de passants dans les rues, les magasins sont fermés. D'après certains habitants avec qui j'ai pu m'entretenir, les affrontements ont été ici très violents. L'armée a fait usage de ses armes, tirant en l'air et sur les manifestants. Les témoignages concordent. Plusieurs personnes ont été convoquées aujourd'hui à la morgue de l'hôpital pour reconnaître les corps de membres de leur famille. En outre, selon certains témoins, les manifestants ont réussi à désarmer quelques militaires et ont répliqué aux tirs de l'armée. Les militaires ratisseraient certains quartiers pour tenter de retrouver ces armes. Alors, à l'origine des troubles au Maroc, il y a cette fois encore le problème de la hausse des prix des produits de première nécessité. Une situation qu'on ne peut s'empêcher de rapprocher des événements qui se sont déroulés en Tunisie ces dernières semaines. Reste, Paul Naon, que la situation dans les deux pays n'est pas vraiment comparable. Les similitudes d'abord, comme en Tunisie, les émeutes ont été provoquées par l'augmentation des produits de première nécessité, le pain à Tunis, l'huile, la farine et le sucre à Tétouan et à Nador. Comme en Tunisie, la situation économique marocaine est dramatique, les caisses sont vides, le pays est en situation de quasi-banqueroute et comme en Tunisie, c'est le Fonds monétaire international, le fameux FMI, qui a imposé au gouvernement marocain un plan d'austérité draconien. La raison principale de cette faillite économique au Maroc, c'est bien sûr la guerre du Sahara contre le Polisario, une guerre qui dure depuis 7 ans et qui coûte à la nation marocaine 10 millions de francs par jour, c'est-à-dire 1 milliard d'anciens francs. Les différences maintenant avec la situation tunisienne. En Tunisie, les émeutes se sont déroulées sur fond de succession de Bourguiba, tandis qu'au Maroc, rien de tel, c'est le roi qui détient toute la réalité du pouvoir. Au Maroc, les mouvements intégristes sont moins actifs qu'en Tunisie, car le roi Hassan II est lui-même commandant des croyants. En effet, les manifestations ont semblé tout à fait spontanées depuis 15 jours, sans mot d'ordre politique ou religieux, et on le comprendra d'autant mieux quand on sait que les couches les plus défavorisées de la population admettent de plus en plus mal que le souverain marocain fasse étalage d'autant de phases dans les manifestations internationales, comme par exemple le sommet islamique de Casablanca, il y a 2 jours. La situation au Maroc est très sérieuse, à tel point que le roi va intervenir ce soir à la télévision, faisant d'un coup oublier le succès politique incontestable qu'il a remporté il y a 48 heures à peine au sommet de Casablanca.
Quelle que soit l'habileté du souverain marocain, il faut constater que pour la première fois, les émeutes ont gagné le nord du pays, qui est la région la plus riche du royaume, sans oublier que ces troubles durent depuis maintenant 15 jours, sans aucun risque et sans aucun signe d'apaisement. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur ces émeutes donc, du Maroc. En France, première grande manifestation de l'école libre aujourd'hui à Bordeaux. Le mouvement doit se poursuivre dans les semaines qui viennent à Lyon, Rennes, Lille et Versailles. Et aujourd'hui, près de 50 000 personnes défilaient donc dans la ville de Bordeaux à l'appel du Comité national de l'enseignement catholique. Jean-Marc Dubois. Ils étaient entre 40 000 et 60 000 selon les estimations cet après-midi à Bordeaux, réunis à l'appel du Comité national de l'enseignement catholique, avec un slogan « L'école libre vivra ». Les manifestants protestaient contre la fonctionnalisation des professeurs du privé et la mise en place des établissements d'intérêt public prévus par la réforme Savary. L'important pour nous, c'est pas de nous mettre en dehors de la communauté nationale, au contraire. C'est de faire prendre conscience à la communauté nationale que le problème de la liberté de l'enseignement est son problème, et pas simplement notre problème. Il nous déborde de beaucoup et je dirais presque c'est un problème de philosophie de l'État. Est-ce que l'État, oui ou non, reconnaît dans un pays les moyens concrets d'une liberté? Les organisateurs voulant éviter toute récupération politique, les personnalités présentes étaient là à titre personnel. Je dois dire que l'école libre, l'école publique ont toutes deux mes faveurs et que je ne comprends pas qu'on veuille les opposer. Le problème est de savoir comment on va élever nos enfants, comment on va les enseigner, quelle pédagogie, à quoi on va les préparer. C'est ça le problème. Et personne ne peut s'en occuper parce qu'on joue à cette stupidité qui consiste à avoir rallumé ce qui risquerait de devenir une guerre. Alors, c'est la guerre civile froide, on n'en est pas encore là, et cette manifestation pacifique, c'est précisément pour que la paix revienne. Une première manifestation qui doit être suivie de plusieurs autres jusqu'au mois de mars, avec un même but, mobiliser les partisans de l'école privée. La politique conservait ses droits en ce dimanche avec deux interventions, celle de Simone Veil et celle de M. Popren. Le numéro 2 du Parti Socialiste était l'invité de l'émission RTL Le Monde et il a répondu aux critiques de Georges Marchais à l'égard de la politique économique du gouvernement. Gouverner ensemble, c'est assumer ensemble. C'est assumer ensemble. Ça ne peut pas être les ministres décident et puis nous avons le parti à son quant à soi. Non, ça c'est pas possible. Ça n'est bon pour personne. Je ne crois pas que ce soit bon pour les communistes, mais enfin je dirais ça c'est leur affaire. À coup sûr, si cela devait perdurer, ce ne serait pas bon pour la majorité. Mais alors, à vous entendre, M. Popren, donc le Parti communiste n'a pas respecté l'accord du 1er décembre. Si on compare aujourd'hui. Je dis que les derniers propos tenus sont pour nous incontestablement préoccupants et que nous avons le devoir de le dire. Simone Veil, qui était quant à elle l'invitée d'Europe numéro 1, Madame Veil a donné les raisons de son insistance en faveur d'une liste unique de l'opposition aux élections européennes. Mon objectif est que l'opposition démocratique apparaisse la plus unie possible dans un moment difficile, a-t-elle expliqué, et elle ajoutait le RPR et l'UDF sont très proches sur un point essentiel, celui de la défense et de la sécurité. Nous pensons que les problèmes de sécurité et de défense seront un des enjeux essentiels des élections européennes. Or, sur ce problème, l'UDF et le RPR se retrouvent, je crois, avec des positions très proches. Seconde chose qui a changé, c'est la situation de la France. Nous nous trouvons maintenant dans une France avec un régime socialiste et communiste qui fait des choix de société qui sont fondamentalement différents de ceux que nous pouvons avoir dans l'opposition, qu'il s'agisse du RPR ou qu'il s'agisse de l'UDF. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un éventail politique important au sein de ces deux formations, mais sur les choix essentiels qui sont le choix de société, c'est-à-dire d'une choix de société d'économie de marché, d'une société de liberté fondamentalement rattachée à la solidarité atlantique, je crois qu'il n'y a aucun problème. Oui, et Jacques Chirac s'est prononcé ce soir pour le développement d'une défense commune de l'Europe et la mise en place d'une Europe politique. Le congé de reconversion, c'est peut-être pour bientôt. Le Premier ministre le confirme dans une interview à notre confrère Libération qui doit paraître demain.
Ce congé permettra aux salariés dont l'emploi est supprimé de recevoir une formation de 2 ans, par exemple, tout en étant rémunérés. Ils ne seraient licenciés qu'après avoir appris un autre métier. De son côté, le ministre des Affaires sociales, Pierre Bérégovoy, qui s'exprimait sur Radio Monte-Carlo, a précisé que le gouvernement définirait ces mesures avant 15 jours. Et d'ici là, le ministre de l'Industrie aura lancé les négociations sur la sidérurgie qui commence demain. Un nouveau dossier délicat pour le gouvernement alors que l'on parle d'une réduction du plan acier qui pourrait entraîner la suppression de 15 à 35 000 emplois. Les explications de Guy Schwartz. En réunissant demain pour un premier tour d'horizon les patrons d'Usinor et de Sassilor en même temps que les syndicats, Laurent Fabius, le ministre de l'Industrie, donne en fait le coup d'envoi d'une série de négociations qui devraient aboutir dans plusieurs semaines à un nouveau plan de sauvetage de la sidérurgie française, le 4e depuis 1977, les 3 précédents n'ayant pas résisté à l'aggravation de la crise. Qu'on en juge, en 9 ans, la production d'acier a chuté de 35%, et cela, aucune industrie ne peut le supporter sans dommages. Car les dommages, il y en a eu d'abord sur le plan humain, puisque les effectifs ont subi une saignée de 43%. Ensuite sur le plan financier, puisque 40 milliards de francs ont été dépensés pour éponger les pertes et atténuer les conséquences sociales des suppressions d'emplois. Le futur plan de sauvetage n'empêchera pas une nouvelle dégradation de la situation. En effet, à la fin du mois à Bruxelles, le gouvernement aura bien du mal à résister à la demande du marché commun de réduire les capacités de production de la France. Comme dans le même temps la modernisation des usines actuelles va se poursuivre, on doit s'attendre à de nouvelles suppressions d'emplois. Je ne peux pas donner un chiffre précis parce que les choses sont beaucoup plus évolutives, mais effectivement, par rapport à la situation actuelle, il y a certainement des milliers d'emplois sur les années qui viennent qui doivent être supprimés. Pour retrouver l'équilibre financier, on ne l'espère plus maintenant avant 1988, les réductions d'emplois ne suffiront pas. Il faudra choisir avec soin les investissements à réaliser, mais comme Usinor et Sassilor n'arrêtent pas de se disputer ces choix, une coordination entre les deux groupes devra être mise en place. En définitive, le 4e plan de sauvetage de l'acier français coûtera encore très cher à l'État, 10 milliards de francs au moins. Oui, des difficultés sociales également au Royaume-Uni où plus de 20 000 licenciements ont été annoncés cette semaine. Des licenciements qui touchent les secteurs traditionnels de l'automobile, des chantiers navals et des chemins de fer. En Bretagne, le vice-président du centre départemental des jeunes agriculteurs du Finistère a été inculpé et écroué après la mise à sac de la sous-préfecture de Brest par un commando de producteurs de porc qui protestaient contre la chute des prix. 9 autres militants du CDJA ont été libérés, plusieurs d'entre eux ayant été auparavant inculpés, mais laissés en liberté sous contrôle judiciaire. Par ailleurs, 5 perceptions des Côtes du Nord ont été légèrement endommagées la nuit dernière par des agriculteurs mécontents qui protestaient contre l'interpellation de leurs camarades. En Pologne, 3000 personnes ont manifesté aujourd'hui à Gdansk leur soutien à Lech Wałęsa et à Solidarité. La manifestation s'est organisée spontanément à la fin d'une messe célébrée par le primat de Pologne, Józef Glemp. Le cardinal primat avait auparavant rencontré Lech Wałęsa. C'était la première fois depuis 9 mois. Les manifestants ont acclamé le leader de l'ancien syndicat au cri de « pas de liberté sans solidarité » et non à la hausse des prix. Une hausse des prix alimentaires doit en effet intervenir à la fin de ce mois sur l'ensemble de la Pologne. Au Liban, les combats de ces 2 derniers jours ont fait 16 morts et une cinquantaine de blessés. C'est une nouvelle fois l'artillerie qui a pilonné la montagne, notamment samedi. Aujourd'hui, la situation est plus calme dans cette montagne proche de Beyrouth, alors que le chef des Druzes, Walid Jumblat, a appelé le président Gemayel à démissionner s'il ne veut pas faire face à la destruction totale du pays. Et pourtant, la vie continue à Beyrouth. Cela nous paraît un peu incroyable après 8 ans de violence, de destruction et de peur. La vie continue pourtant au rythme de cette guerre qui n'en finit pas, avec des images parfois troublantes comme celle de ces enfants qu'ont rencontrés Jacques Abouchard et Jean-François Renou. Le Colisée, c'est ainsi que les Beyrouthins désignent ironiquement leur ancien stade olympique plus connu sous le nom de cité sportive. Ce vaste champ de ruines était le plus beau complexe sportif du Proche-Orient, inauguré il y a environ 30 ans. Les aiguilles géantes du tableau d'affichage ont suspendu leur course à 10h04, un jour de 1975, au premier coup de la guerre du Liban. Transformé en position militaire, le stade se muait alors en arène sanglante. Aujourd'hui, après les dévastations, la vie revient timidement dans cet endroit lugubre, livré à des petits groupes d'enfants. De vrais chats sauvages, difficiles à approcher, à apprivoiser, des enfants pauvres, libanais et palestiniens,
de la banlieue populaire. Certains ont perdu leurs parents dans le camp de Sabra, tout proche, après l'invasion israélienne de l'été 82. La cité sportive était alors un bastion des Palestiniens qui fut écrasé sous les bombes par l'aviation israélienne. Les enfants s'organisent tant bien que mal avec quelques adultes, pas mieux lotis qu'eux. Ils récupèrent des planches de bois pour se chauffer, préparer les repas, et ils recueillent dans un bidon l'eau de pluie suintant des poutrelles métalliques. Elle est la maîtresse des lieux. Elle bivouaque sous la tente en compagnie de sa famille et d'un vieillard à demi aveugle, apparemment seul au monde. Je n'ai que Dieu. Et qui s'occupe de toi? On m'apporte de la nourriture, des gens du voisinage. Mon mari, un jour il a du travail et puis ensuite pendant 10 jours plus rien. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il bricole un peu par-ci par-là. Avez-vous le minimum pour vivre? On se débrouille, on nous donne des petites choses de temps en temps. Enfin bref, on s'en tire. Ils affichent une belle santé, ces pensionnaires de la cité sportive. Marginaux, certes, et déracinés, comme tant de Libanais. Les enfants vivent une récréation permanente. L'école leur est aussi inconnue que la paix. Ils sont abandonnés. Ils sont désœuvrés, ils sont les éléments égarés du troupeau dans l'enfer libanais. Oui, il faut ajouter sur un autre registre que le secrétaire d'État américain George Shultz a confirmé tout à l'heure que les Américains pourraient lancer des raids préventifs pour protéger les forces américaines contre des attaques suicides des groupes terroristes installés au Liban. En France, un garçon de 12 ans a été attaqué par 3 chiens loups appartenant à un voisin alors qu'il rentrait de l'école. C'est la seconde fois que cela se produit à Chantilly, où le frère du gamin avait déjà été attaqué par les mêmes chiens. Jean-Claude Darigo. Vendredi 16h30, à proximité de Chantilly, des cris d'enfants, des aboiements. Olivier, 12 ans, est attaqué devant sa maison par les 3 chiens loups du voisin qui ont sauté la clôture. Il a le réflexe de se jeter à terre et de se protéger le visage. Il est mordu profondément sur tout le corps, et particulièrement les chevilles et les jambes. La mère et les frères de l'enfant arrivent à disperser les chiens. Olivier est conduit à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. Un incident qui aurait pu se terminer en drame. Les 3 chiens, les voici. Des animaux vigoureux, agressifs, en pleine santé. Le 29 décembre dernier, ils avaient déjà mordu le frère d'Olivier. Où est-ce que tu t'es fait mordre? Montre-moi. À la cuisse. Montre-moi ça un tout petit peu. Les parents d'Olivier et le propriétaire des chiens sont en bons termes. Lors de l'incident du 29 décembre, ils n'avaient pas porté plainte. Ils le font cette fois-ci. Monsieur Duchesne devra prendre des décisions draconiennes. Je suis catastrophé, c'est tout, c'est vrai. Qu'est-ce que vous comptez faire, monsieur? Je compte faire 2 choses. Où on me permet de garder les chiens et auquel cas je vais mettre un mur tout le long de la propriété avec une semelle de 30 cm dans la terre avec du béton et puis sur une hauteur de 2 mètres pour éviter que les enfants de M. Mamgouri soient traumatisés par la vue des chiens dans les médias, façon à ce que ce ne se reproduise plus jamais, quoi. Pour la mère d'Olivier, la tranquillité ne reviendra dans le secteur que lorsque les chiens auront été mis définitivement hors d'état de nuire. On se trouve impuissant devant la possibilité de faire abattre ces chiens. C'est ce que je désire faire connaître parce que ce sont des chiens qui ont mordu 2 fois, qui probablement, si on ne fait rien, remordront. Il ne s'agit pas pour moi d'avoir des problèmes avec mon voisin, de problèmes de clôture. Il s'agit de réaliser que des chiens qui ont goût du sang risquent de recommencer. Je ne veux pas exposer mes enfants. C'est une responsabilité en tant que parent que j'ai. Il n'y a aucune réglementation qui oblige le propriétaire à abattre ses animaux. La justice condamne le propriétaire, mais ne condamne pas l'animal. Y a-t-il un cas dans lequel on a le droit d'exiger qu'un animal soit abattu? Oui,
s'il était enragé. Dans les pavillons isolés, les chiens assurent souvent la sécurité des biens et des personnes. Ils deviennent aussi parfois, que leur maître le veuille ou non, une arme qui peut se retourner contre n'importe qui. Le rallye Paris-Dakar à peine terminé, c'est celui de Monte-Carlo qui prend la route. Le départ a été donné ce matin place de la Concorde pour une partie des concurrents. Mais rien à voir avec les débuts en fanfare du Paris-Dakar. La foule n'était pas au rendez-vous ce matin. Il est vrai que le temps n'avait rien d'africain. Henri Bodiguel. Au moment de quitter la place de la Concorde pour le parcours de concentration, personne ne se demande vraiment qui va gagner le Monte-Carlo. Non pas que la question manque d'intérêt, mais les conditions météo ont toujours eu beaucoup d'influence sur le résultat. Et si la pluie qui tombait sur Paris ce matin se transforme plus tard en neige, ce sont les Audi Quattro qui auront largement l'avantage. Sinon, ce sont les Lancia qui auront les meilleures chances de l'emporter. Parti d'Allemagne ce matin et 3 fois vainqueur de l'épreuve, dont l'an dernier sur Lancia, Walter Röhrl conduit cette année une Quattro, une voiture dont il n'a pas toujours dit que du bien. En affirmant d'ailleurs qu'il n'a aucune chance de l'emporter cette année, ce sont aujourd'hui ses rivaux immédiats qui sont les plus impatients de le voir à l'œuvre. Je suis tombé sur des papiers qu'il a écrits il y a 2 ans et l'année dernière en disant que même un singe au volant d'une Quattro pouvait gagner. Alors c'est très grave parce que s'il estime que maintenant qu'il conduit la voiture il faut s'y adapter, je pense qu'à ce moment-là il a dit quand même des choses qu'il n'aurait pas dû dire à cette époque-là. Parce qu'apparemment d'après ce qu'il disait, tout le monde avec une Quattro pouvait gagner. Alors s'il n'en est pas capable, c'est grave pour lui. C'est bon ? Voilà pour les professionnels et puis il y a les amateurs, ceux qui s'engagent pour se faire plaisir et pour lesquels la proximité du Paris-Dakar fait de l'ombre et n'arrange pas vraiment les choses. On a commencé à chercher des sponsors 3 mois avant le rallye. Bon, on en a trouvé, disons, ça couvre partiellement les frais du Monte-Carlo. Le Monte-Carlo, c'est une opération qui vous coûte combien? Non, on s'en sortira 30 000 francs. Alors qu'un Paris-Dakar vous coûterait combien? 300 000 francs. Parce que l'auto, à la fin, serait foutue. Et si vous aviez fait le Paris-Dakar, vous auriez eu moins de problèmes pour trouver des financements? Même pour 10 fois plus cher. Il faut avoir les bonnes entrées. Non, mais il est certain. Il est certain, on aurait trouvé beaucoup plus facilement parce que les gens nous ont dit « Vous faites le Monte-Carlo? Oh, c'est dommage. Vous auriez fait le Paris-Dakar, on vous aurait donné 10 000, 20 000, 30 000 francs. » En attendant, les concurrents se dirigent actuellement vers Aix-les-Bains, terme de la concentration. Mais c'est demain soir seulement que commenceront les choses sérieuses avec l'étape commune de vin spécial qui se terminera mercredi soir à Monaco. 15 000 skieurs se sont retrouvés aujourd'hui à Outran, dans l'Isère, pour la course de ski de fond la plus populaire en France. Cette 6e foulée blanche, qui se déroulait sur 42 km, a été remportée par Jean-Marc Loubet chez les hommes. Dominique Leglou a suivi ce que l'on appelle maintenant la vassalopette française, par référence à l'épreuve qui se court chaque année en Suède et qui passe pour la course reine dans cette discipline. Presque autant de monde qu'au marathon de New York. 15 483 participants exactement répartis de 2 à 76 ans. Dépasser les épreuves nordiques, supplanter la vassalopette par une épreuve de ski de fond bien française, la foulée blanche. On y retrouve les cracks et les autres. Chacun choisit son parcours suivant sa forme et sa volonté. 5, 10, 20 ou 42 km. Avantage indéniable, on peut y venir en famille. Le record, la famille Ribot. Ils étaient 26. Devinez donc où ils sont. Autre avantage, même sans être très fort, on peut y participer. Une seule obligation, ne pas avoir peur des pentes et du nez dans la neige. Devant, en revanche, le pas alternatif, on le maîtrise. Et malgré la neige qui colle au ski, les 1749 marathoniens iront jusqu'au bout, arrivant bien après Louis-Marc Loubet qui réussit 1 h 58 minutes 21 secondes sur les 42 km du parcours. La première femme est Marie-Christine Thibault en 2 h 7 minutes. Mais le vrai vainqueur, c'est le ski de fond. Pensez donc, réunir un dimanche de janvier plus de 15 000 personnes, c'est un authentique exploit. Il y avait un tiercé aujourd'hui à Vincennes, un tiercé un peu inhabituel puisqu'il s'agissait de trop monter. Pour gagner, il fallait jouer le 19, le 16 et le 5. Une combinaison qui rapporte pour 5 francs dans l'ordre 1032 francs 50 centimes et pour 5 francs dans un ordre différent 206 francs et 50 centimes. Un tiercé que Pierrette Bresse avait donné hier dans l'ordre.
Le marathon des couturiers commençait aujourd'hui, il va se poursuivre tout au long de la semaine. Les 24 représentants de la haute couture parisienne vont y présenter 3000 modèles élaborés en secret depuis 2 mois dans leurs ateliers. Cette année, une nouvelle maison entre dans l'arène et c'est un événement puisqu'aucun nouveau grand couturier n'était apparu depuis 1977. Jean-Jacques Dufour nous le présente maintenant, il nous explique en même temps ce que représente en France la haute couture et les collections. Les voilà les 2 petits nouveaux du club très privé des grands couturiers. Didier Lecohanet, styliste, et Eman Sagar, gestionnaire. Ils sont âgés respectivement de 28 et 26 ans et aimeraient bien que leur nom devienne une griffe. C'est difficile de créer 75 modèles pour une collection d'été? Oui, c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail. C'est-à-dire? C'est-à-dire que chaque modèle doit être créé et exécuté une seule fois. Dans la confection, c'est beaucoup plus facile parce qu'on fait tout de suite une série après le prototype. Mais là, ça s'arrête au prototype et tout le travail recommence s'il y a des ordres pour ces vêtements-là. C'est-à-dire c'est fait sur mesure pour la cliente. C'est ça, la haute couture. Ainsi, un tailleur de jour peut coûter plusieurs dizaines de millions de centimes si le créateur, une fois le modèle terminé, décide de tout casser. En effet, une collection de haute couture, c'est une aventure qui coûte cher, de 3 à 6 millions de francs d'investissement selon les maisons, et qui occasionne souvent des pertes financières. Mais c'est un vecteur promotionnel énorme. Les griffes permettent de vendre le prêt-à-porter et une multitude d'accessoires. Pourtant, même non rentable directement, le chiffre d'affaires de la haute couture, 7000 robes par an, s'élève à 140 millions de francs, dont 60% vient de l'exportation. Un business, mais aussi une passion. Non, je ne crois pas que j'aurais voulu rester dans le prêt-à-porter parce que l'image de la couture, c'est le plaisir, c'est comme une structure, comme un artiste, comme un sculpteur. C'est vraiment des sculptures de tissu pour moi. Donc j'essaie de les travailler comme telles. Et c'est une véritable passion. En attendant le verdict des critiques, les 2 associés finissent en secret d'élaborer leur dernière création dans des locaux encore en chantier. Ils choisissent aussi, tout comme leurs concurrents, les modèles qui les porteront. Des mannequins touchant environ 6 000 francs par jour lors des collections. Attention, une grande partie de cet argent revient aux agences qui s'occupent de ces jeunes femmes. La beauté a son prix, les robes de haute couture aussi. Celles de Lecohanet Eman se vendront entre 8 000 et 50 000 francs quand elles sortiront de cet atelier déserté pour la nuit et seulement peuplé de ces objets symboles d'une activité artisanale qui fait vivre environ 2000 couturières. La haute couture et les collections, vous pourrez les retrouver chaque jour dans notre journal de 12h45 qui consacrera une page spéciale tout au long de la semaine prochaine. Et puis une rectification, le tiercé, la combinaison gagnante c'était le 19, le 16 et le 15 et non pas le 19, le 16 et le 5 comme nous l'avons annoncé il y a un instant. 19, 16 et 15 donc. Voilà la météo maintenant avec Alain Gillot-Pétré qui affiche le vert. Oui, j'affiche le vert. Je m'affiche pas à l'antenne, mais j'affiche le vert quand même. Pour vous dire que la pluie est inépuisable, coucou, en effet, une nouvelle perturbation arrivera demain par l'ouest du pays. Elle sera active, elle va donner beaucoup de pluie, elle donnera aussi beaucoup de neige en montagne. Et attention au fort risque d'avalanche. Regardez la carte pour demain. La perturbation donc se situera le matin sur l'ouest de la France et en milieu de journée du nord au bassin parisien, au massif central et aux Pyrénées. Elle sera plus active dans sa partie sud. Elle donnera de la neige à partir de 800 mètres sur tous les reliefs quand elle y arrivera. Elle se déplacera bien entendu vers l'est où auparavant il aura fait relativement beau mais sans intéresser vraiment le sud-est pour le moment. J'insiste donc, attention, fort risque d'avalanche sur les Alpes, risque 7 sur une échelle qui en comporte 8, risque 5 sur les Pyrénées centrales, sur une échelle qui en comporte 8 donc c'est moindre sur les Pyrénées, mais Pyrénées occidentales et orientales, risque 3. Ensuite, le temps se dégagera très peu, il y aura quelques petites éclaircies, le ciel restera très chargé, beaucoup de passages nuageux accompagnés de pluie ou neige mêlée, de grêle ou de neige tout court. Le baromètre est en baisse et le vent soufflera fort de secteur ouest sur les côtes de la Manche. Le thermomètre descend aussi, tout dégringole, de 4 à 7 degrés sur la moitié nord et de 4 à 15 degrés, et 15 degrés tout de même, à Perpignan, donc sur la moitié sud du pays, 10 degrés de différence entre Lille et Perpignan. Demain, une nouvelle semaine commence, c'est le lundi 23 janvier, 2 minutes de soleil en plus, levé 8h32, couché 16h32, ce qui nous fait 8 heures de soleil si je calcule bien, et c'est la Saint-Bernard demain.
Il est temps de refermer ce journal, un journal qui va se conclure en images avec l'exposition qui se tient actuellement au Musée d'Art Moderne de Paris. Son titre, Electra, et elle retrace la contribution de l'électricité et de l'électronique dans l'art du XXe siècle. Une superbe exposition filmée par l'œil électrique de Christian Hiroux. Auparavant, je vous rappelle vos prochains rendez-vous avec l'information. À 23h05, Claude Sérillon qui recevra le fantaisiste Sim. Demain, à 12h45, antenne de midi. 18h30, C'est la vie. Et à 20h, vous retrouverez Christine Ockrent. Mais tout de suite, les images de cette exposition Electra. Je vous souhaite une excellente soirée.